Bien, mesdames, messieurs, je vous souhaite, au nom de Construction Suisse et de Construction Romande, la plus cordiale des bienvenues à ce webinaire sur le droit des marchés publics. Il s'agit de la 4e édition d'une série de webinaires organisés sous l'égide de Construction Suisse, portant sur le droit des marchés publics, qui font suite à une première série qui avait été organisée en 2021 dans la foulée de l'entrée en vigueur du nouveau droit des marchés publics. Je vais rapidement rappeler qui nous sommes pour poser un tout petit peu le cadre. Donc, Construction Suisse est l'association faîtière nationale de l'industrie de la construction, réunissant l'ensemble des branches de ce secteur, gros œuvres, secondes œuvres, métiers techniques, planification et commerce de matériaux. Construction romande, nous réunissons quant à nous les membres romans de Construction Suisse. L'objectif de ce jour est de faire un point de situation sur la mise en œuvre de ce nouveau droit. Ceci alors que la grande majorité des cantons ont d'ores et déjà adhéré au nouvel accord intercantonal sur les marchés publics, le fameux AIMP. Du côté roman, il ne reste que Genève qui doit encore finaliser son adhésion, mais ceci devrait se faire assez rapidement, les travaux portant sur l'avant-projet de loi d'adhésion étant à bout touchant. Au programme de ce jour, nous allons commencer par une présentation des priorités de notre branche par M. Nicolas Ruffner, directeur de Construction Romande. Puis nous passerons à un exposé sur l'état actuel de la mise en œuvre par M. Lorenz Aboutalib du bureau Politaris, qui élabore et gère le moniteur des adjudications du secteur suisse de la construction. Après 10 minutes d'échange, nous passerons à un aperçu de la jurisprudence récente par M. Marc Steiner, juge au tribunal administratif fédéral, et terminerons par une seconde série de questions et réponses. Je tiens à remercier Construction Suisse et l'ensemble des intervenants de ce jour pour l'organisation de ce webinaire et passe sans attendre la parole à M. Ruffner pour notre premier exposé. Je vous remercie. Bien, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. On a fait des tests tout à l'heure, donc ça devrait fonctionner. C'est un grand plaisir effectivement de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré au marché public et je vous remercie évidemment toutes et tous de l'intérêt que vous manifestez pour ce webinaire. Nombreuses inscriptions, on parle de plus de 70 personnes qui sont actuellement en ligne, donc c'est vraiment un succès. Et je sais également gré évidemment à Construction Suisse, notre association fêtière, d'avoir organisé cette manifestation, de nous donner ainsi la possibilité d'échanger en français sur cette thématique complexe et cardinale pour notre secteur, en rappelant que plusieurs manifestations identiques ont eu lieu en Suisse alémanique et ont rencontré un succès équivalent, preuve que les marchés publics s'affranchissent des frontières linguistiques. Vous avez reçu tout à l'heure le menu de cette heure et demie que nous allons passer ensemble, qui vous a été présenté par Marc Redler. Donc, je vous propose directement d'entrer dans le vif du sujet. Vous avez le sommaire à l'écran. Après quelques propos introductifs, mon exposé se concentrera essentiellement sur les priorités pour l'industrie de la construction dans la mise en œuvre du nouveau droit fédéral et intercantonal des marchés publics. Peut-être en guise d'introduction, rappeler que l'uniformisation du droit actée avec l'entrée en vigueur de la LMP, loi sur les marchés publics, et du nouvel AIMP, accord intercantonal sur les marchés publics, cette uniformisation doit absolument être saluée car elle met un terme à un espèce d'imbroglio juridique qui se révélait extrêmement pénalisant pour les entreprises avec deux ordres juridiques distincts qui cohabitaient et qui n'étaient pas toujours très cohérents. Et c'était pénalisant pour les entreprises, PME et artisans que nous représentons avec une forme d'incertitude et un important risque de confusion. On a plusieurs fois des cas qui se sont présentés d'entreprises qui croyaient être soumises à la LMP alors que c'était l'IMP et vice-versa. Dans notre secteur, je vous rappelle que les marchés publics, ça représente quand même environ un tiers du total des commandes. Ça dépend un petit peu comment on compte, mais c'est grosso modo ceci. Et c'est donc évidemment une importance cardinale que cette thématique a pour construction romande. Pour rappel, et je pense que c'est important de le faire ici, je vais vous donner les principales caractéristiques de l'industrie de la construction dont la connaissance est à mon sens essentielle pour toute autorité désirant passer des marchés publics avec une ou plusieurs entreprises du secteur. On doit d'abord mettre en exergue le fait que notre secteur connaît une très forte atomisation de l'offre, c'est-à-dire énormément d'acteurs qui ont des parts de marché extrêmement restreintes. Et ceci fait face à une offre, à une demande, pardon, extrêmement concentrée, parfois même en position dominante,
Tout ceci avec des prestations qui se révèlent souvent très complexes et qui sont délivrées par des prestataires le plus souvent soumis à des conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire. Ces conventions collectives, j'en parlerai tout à l'heure plus en détail, sont plutôt généreuses, modernes, attrayantes, mais elles ont un coût évidemment important pour les employeurs, alors que la part de main-d'œuvre représente souvent largement plus de la moitié du prix proposé. Dans un environnement extrêmement concurrentiel, avec une concurrence qui vient non seulement de Suisse, mais également de l'étranger, cet aspect est absolument fondamental. Et pour nous, l'importance du respect de ces règles impératives, c'est la plus souvent des conventions collectives de travail dites déclarées de force obligatoire, donc impératives. Le respect de ces règles n'échappe à personne et le législateur en prend largement compte, en tient largement compte dans les marchés publics, mais aussi en matière de libre circulation, ces deux domaines dans lesquels, effectivement, le respect des conditions minimales de travail est obligatoire. S'agissant des différentes priorités de l'industrie de la construction, maintenant que j'ai fini mon introduction, je souhaitais en premier lieu mettre en exergue la nouvelle culture d'adjudication. Sous ce vocable peut-être un peu pompeux, on met en évidence le fait que le nouveau droit des marchés publics vise à redonner une réelle importance à la qualité des prestations et cette qualité ne saurait se mesurer par le seul prix. Et on considère que c'est un profond changement de paradigme en matière de marché public. Comme dans l'industrie de la construction, de surcroît, nous ne sommes pas dans un contrat de vente, mais bien dans un contrat d'entreprise. Cet aspect revêt une importance fondamentale. Ça doit permettre une saine concurrence entre prestataires. Et l'on insiste vraiment lourdement sur cet aspect, j'en reparlerai tout à l'heure. On a de plus en plus d'acheteurs qui fleurissent au sein des collectivités publiques. Ben, les acheteurs, de ma compréhension intuitive, mais aussi juridique, ils sont plutôt là pour passer des contrats d'achat dans une logique d'achat et de vente et pas dans une logique de prestation complexe de contrats d'entreprise. Et c'est cette logique que nous souhaitons réintroduire auprès des autorités adjudicatrices. Et ça fait partie de cette nouvelle culture d'adjudication. Ça signifie en particulier également que la protection des travailleurs de leurs conditions de travail, le respect de celles-ci est essentiel parce que sinon on risque de pousser à des prix de plus en plus bas et on introduit un risque de dumping important qui est aussi une forme de concurrence déloyale. J'y reviendrai. Il faut bien comprendre que dans un marché public, en cas de procédure ouverte, je ne parle pas des procédures sur invitation, je ne parle pas des procédures de gré à gré, mais bien les procédures ouvertes, la logique veut que n'importe qui est habilité à rendre une offre et qu'en général, sauf cas très particulier, il n'y a aucune sélection préalable. C'est exactement le contraire de ce qui existe dans un marché privé où le maître d'ouvrage choisit un certain nombre de prestataires à qui il va demander des offres et ces prestataires sont initialement triés sur le volet. Ça n'existe pas dans les marchés publics, d'où la nécessité de poser des conditions de participation qui doivent être non seulement strictes, mais aussi attentivement examinées. Concrètement, les entreprises doivent, entre guillemets, montrer patte blanche pour être autorisées à rendre une offre et ceci se passe notamment par la vérification du respect des conditions de travail, la vérification de la bonne facture des prestations, du respect du droit des affaires, de l'absence de poursuite. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de porter une attention à cette capacité à participer au marché. Et il y a encore de gros efforts qui doivent être accomplis puisqu'on a de récents exemples qui montrent que si les autorités adjudicatrices font mieux qu'il y a quelques années, il y a encore un certain nombre de carences et les associations professionnelles ne sont pas là pour stigmatiser ces carences, mais sont bien plus là pour aider, pour accompagner, pour soutenir. Et donc, on ne peut que appeler les autorités à nous solliciter dans ce genre de situation. Et elle mérite de nous solliciter, notamment s'agissant du respect des conditions de travail, qui sont pour nous l'élément vraiment central. Et le législateur fédéral ne s'y est clairement pas trompé, lui qui considère comme déloyal le fait pour un prestataire d'obtenir des marchés en proposant des prix plus bas que ses concurrents parce qu'il ne respecte pas les dispositions du droit du travail impératif. Je me réfère ici à la loi sur la concurrence déloyale qui dit clairement que ces situations sont des situations de concurrence déloyale. Donc vous comprendrez bien que conditions de travail, concurrence loyale, c'est des choses qui sont intimement liées. Encore faut-il savoir de quelles conditions de travail l'on parle ici. Et force est de constater qu'il demeure une incertitude importante
entre le respect des conditions du lieu de provenance ou du siège du prestataire et le lieu d'exécution ou de chantier, lieu d'exécution de la prestation. Et c'est là qu'on a quand même une petite critique à formuler vis-à-vis des auteurs de la loi sur les marchés publics et de l'IMP, les rédacteurs, parce que la divergence entre ces deux textes perdure sur ce point et c'est la principale différence qui perdure. L'IMP a certes prévu qu'une compétence résiduelle demeure pour les cantons, mais sa mise en œuvre est assez incertaine. Alors concrètement, on a une loi sur les marchés publics qui dit que le prestataire doit démontrer qu'il respecte les conditions du lieu de la prestation pour être admis à rendre une offre, alors que l'IMP dit que le prestataire doit démontrer qu'il respecte les conditions de travail et social en Suisse. Cette divergence, elle doit pouvoir être résolue par des solutions qui sont notamment celles que le canton de Vaud a introduites, qui prennent finalement appui sur les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire, en se disant finalement, on ne se préoccupe pas de savoir quelles conditions on doit prouver respecter pour être admis à travailler. On part de l'idée qu'au moment du chantier, on devra de toute façon appliquer les conditions impératives qui découlent des conventions collectives de travail. Ces conditions impératives, elles sont liées au lieu de la prestation et donc c'est ceci qu'il faut démontrer respecter. Et ça m'a l'air d'être la solution la plus simple. Elle est d'autant plus simple que on se retrouve aussi avec une divergence actuellement avec la loi sur les travailleurs détachés qui, pour les prestataires étrangers qui viennent en Suisse, prévoit le respect des conditions du lieu d'exécution, au lieu de chantier. Et cette incertitude, elle est d'autant plus forte que pour les prestataires helvétiques, ce ne seraient pas les conditions du lieu de chantier, mais les lieux de provenance, dépendant du régime applicable. On a d'un côté la LMP qui s'oppose à l'IMP, on a des contraintes de la loi sur le marché intérieur, et puis on a ces conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire, voire des salaires minimums cantonaux impératifs. Plusieurs cantons ont introduit de tels salaires minimaux dans leurs lois. Et donc tout ceci pour vous dire que de notre point de vue, la solution de l'exigence du respect des conditions du lieu de la prestation du chantier serait nettement la meilleure, la plus simple, la plus cohérente. Le cas du canton de Genève est à ce titre absolument exemplaire, puisque le canton est extrêmement ouvert à l'extérieur. Plus d'un quart des marchés publics sont attribués à des entreprises hors canton. Mais on a un dispositif clair, intelligible et des moyens de contrôle tripartite très efficaces. Et on se rend compte que cette solution est la meilleure pour les PME et artisans que nous défendons. Malheureusement, plusieurs cantons ont choisi d'autres voies, ont été plutôt sensibles à l'argument des auteurs de l'IMP de dire que les prestations sont à peu près équivalentes en Suisse, donc il faut se contenter du respect des conditions de travail en Suisse. Et cette incertitude demeure et c'est la pratique qui nous dira finalement si elle est praticable, si on peut œuvrer dans ce sens ou si c'est un obstacle rédhibitoire. Toujours est-il que dans un cas comme dans l'autre, le contrôle du respect des conditions de travail est fondamental. Ceci étant dit, même dans des situations comme celle-ci, on n'a pas une assurance absolue d'écarter toutes les offres qui semblent poser problème, et notamment celles qui sont particulièrement basses, provenant de soumissionnaires qui ont su franchir l'écueil des conditions de participation, à savoir, entre guillemets, montrer patte blanche. Et il faut, dans ce cas, si l'offre est très, très basse, démontrer qu'elle est anormalement basse. Et ici, plusieurs solutions existent, plusieurs pratiques existent. Ce qui est important, à mon sens, c'est que on doit procéder d'abord à une comparaison des différentes offres, reprendre finalement la preuve documentaire et s'appliquer, s'attacher à l'application de la loi sur la concurrence déloyale dont je vous avais parlé tout à l'heure. Et il faut une comparaison, à notre sens, des prix des concurrents. Et pour ce faire, ben, il faut prendre tous les prix et en faire une moyenne. Faire une moyenne des prix signifie qu'il faut suffisamment d'offres quand même. Et une solution consiste à dire qu'il faudrait au minimum 7 offres. Parce que si on a moins d'offres, la comparaison devient difficile. Il suffit d'avoir une offre très élevée, une offre très basse, et la moyenne se trouve tirée vers le bas ou vers le haut. Ensuite, une fois qu'on a fait cette moyenne, on doit s'intéresser à l'écart à la moyenne et une offre qui est de 30%, voire plus, inférieure à la moyenne, doit déclencher un soupçon d'offre anormalement basse. Alors, quand on parle de soupçon, on ne dit encore rien du tout. La seule chose, c'est que ce soupçon appelle des vérifications. Une simple demande de confirmation du prix, comme on l'a vu souvent chez plusieurs autorités adjudicatrices, est largement insuffisante.
La vérification, à notre sens, mérite de porter sur la répartition du prix entre matériaux, transport et main-d'œuvre, sur le nombre d'heures envisagées pour exécuter la prestation et sur le prix horaire qui en découle. C'est une simple règle de 3. Ce prix horaire peut être comparé avec les chiffres fournis par les partenaires sociaux sur la base des rémunérations minimales découlant des conventions collectives de travail, charges sociales comprises. Et on voit très bien que si la règle 3 amène un taux horaire de 40 francs de l'heure, alors que le coût d'une heure de travail, charge sociale comprise pour un travailleur qualifié est plutôt de l'ordre de 65 francs, on a une discrépance trop importante et donc on se trouve dans un cas d'offre anormalement basse, et cas d'offre anormalement basse avérée qui implique l'exclusion pure et simple de la procédure. Sous l'angle de la nouvelle culture d'adjudication dont je parlais tout à l'heure, ce dispositif s'inscrit à notre sens pleinement dans la notion de plausibilité du prix et de saine concurrence et nous sommes vraiment très attachés à ceci. On peut regretter l'évolution donc ça, c'était effectivement le dispositif tel que je vous l'ai présenté. On peut quand même regretter l'évolution de la jurisprudence qui a tendance à considérer que des offres anormalement basses, si c'est des offres de dumping, elles ne sont pas forcément inadmissibles. Une entreprise peut tout à fait souhaiter offrir un prix largement en dessous de son prix de revient. Ça m'a l'air très, très discutable, surtout si cette offre est rendue possible par l'entreprise parce qu'elle ne respecterait pas les conditions de travail. J'en viens maintenant à un autre point qui est une priorité pour nous, et c'est un registre un petit peu différent, c'est le registre des garanties. On entre ici pleinement dans les conditions contractuelles et l'équilibre entre les parties qui doit présider à ces relations contractuelles, le contrat d'entreprise entre le maître d'ouvrage et les entreprises. Les garanties sont ici un sujet absolument central. On parle de plusieurs types de garanties, garantie de bonne fin, garantie d'acompte, garantie d'ouvrage. Je ne vous ferai pas l'injure de vous décrire ce qu'elles recouvrent comme risque, vous les connaissez bien. Elles visent surtout à protéger le maître d'ouvrage contre différents risques inhérents de la construction. Et l'on peut déjà à ce stade philosophiquement se demander en quoi les entreprises qui doivent déjà répondre des défauts de leurs prestations, le droit suisse connaît cette responsabilisation des prestations, à l'inverse du droit français qui est plutôt dans la logique de protection de l'acquéreur de prestations, protection du consommateur. Ici, c'est vraiment la responsabilisation du prestataire et on peut se demander en quoi l'entreprise qui doit déjà répondre des défauts de ses prestations devrait se voir imposer cette charge alors qu'elle n'a aucun moyen ou presque de s'assurer à l'inverse que la contrepartie de sa prestation, à savoir le paiement, est garantie. La logique voudrait que les maîtres d'ouvrage publics notamment fournissent des garanties de paiement aux entreprises à qui elles demandent des garanties de construction, mais cette logique, elle est battue en brèche par la réalité pratique et par le rapport de force qui existe en matière de construction. Et puis ces garanties, elles ont un défaut, c'est qu'elles coûtent cher et qu'elles renchérissent fortement le coût de la construction. À ce stade, on peut encore vivre avec, mais le problème, c'est qu'elles prennent des formes parfois franchement problématiques. Le cautionnement solidaire, pour nous, va très bien. En revanche, les garanties à première réquisition déséquilibrent complètement la relation contractuelle puisque le maître d'ouvrage peut appeler cette garantie sans aucune justification et elles impliquent pour l'entreprise une charge très forte sur ses liquidités puisque le montant de la garantie est alors immédiatement réclamé par l'assurance et l'entreprise n'a pas d'autre alternative que de payer. Et puis, non seulement elles sont onéreuses vu que le risque est important, mais moins bien le maître d'ouvrage, puisque celui-ci s'expose, même s'il ne le sait pas, à une action en responsabilité. Cette action en responsabilité civile peut l'amener à devoir payer des sommes importantes. Donc cette garantie à première réquisition, c'est vraiment un outil trompeur auquel il faudrait renoncer, ce d'autant plus qu'un certain nombre d'assureurs aujourd'hui rechignent à le délivrer, voire y renoncent complètement. Et les auteurs du guide roman des marchés publics ne s'y sont clairement pas trompés, puisque en novembre dernier, ils ont opéré un retour en arrière sensé, raisonné et raisonnable en prescrivant qu'il faut privilégier le cautionnement solidaire. Nous ne pouvons que vous encourager dans cette voie. Dernier sujet qui va m'occuper pour le moment, c'est celui du développement durable, sujet un peu tarte à la crème si l'on est, vous me pardonnerez l'expression, et je ne vais pas trop m'apesantir dessus. Je souhaiterais simplement rappeler que les critères étrangers à la prestation sont à proscrire. Savoir si une entreprise met ou non des corbeilles de fruits à disposition de ses employés n'est d'aucune pertinence pour juger que ces prestations sont conformes ou pas au développement durable, en tout cas qu'elles méritent une bonne notation. Au demeurant, ça se révèle même douteux sous l'angle de la durabilité, mais c'est une autre histoire.
La multiplication des labels comme œuf de Colomb de l'appréciation de la durabilité des prestations est également quelque chose qui doit être appréhendé avec circonspection. Il ne s'agit en effet absolument pas d'instruments de mesure de la durabilité d'une prestation. Les labels concernent les entreprises, la vie de l'entreprise, le quotidien de l'entreprise, et à ce titre, c'est des critères d'adjudication très problématiques et à utiliser avec toute la parcimonie voulue. En fait, la plupart du temps, le maître d'ouvrage fait fausse route en n'assumant pas d'imposer des exigences identiques en amont à tous les soumissionnaires. Par exemple, d'utiliser du bois certifié, c'est au maître d'ouvrage d'exiger ceci, ce qui permettrait de contourner l'écueil que j'ai mis en évidence. Et pour le reste, les critères d'adjudication doivent permettre de comparer les offres entre elles uniquement, ni plus ni moins. Voilà, en conclusion, et même si cela semble une évidence, je tiens ici à rappeler que le contrat passé avec une entreprise de construction n'est pas un contrat de vente, je l'ai dit par le passé, mais bien un contrat d'entreprise, dont la prestation caractéristique est complexe, comprenant une obligation de résultat. On n'achète pas une prestation, on l'acquiert dans le cadre d'une réflexion de fond sur la meilleure adéquation entre besoins et propositions. Le prix n'est qu'un élément qui ne dit rien de la qualité, laquelle doit aussi être appréhendée à la lumière d'une saine concurrence comprenant le respect des dispositions impératives de protection des travailleurs. Voilà, j'en termine ici pour mon exposé. Je suis évidemment à disposition tout à l'heure durant le moment de questions et je me réjouis évidemment que la LMP et l'AIMP soient saisies comme une véritable chance de codifier la pratique. Je rends la parole à notre modérateur. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Ruffner. Je vais passer la parole sans attendre à Monsieur Lawrence Aboutalib pour sa présentation et nous prendrons les questions dans la foulée de la présentation de Monsieur Aboutalib. Merci beaucoup, Marc. Bonjour, j'espère que vous voyez ma présentation maintenant. J'ai le plaisir de vous présenter rapidement les résultats de moniteur d'adjudication ainsi que une petite introduction de quoi s'agit-il. On a fait quelque chose pareil pour les Suisses allemands, mais il y a quelques répétitions dedans pour vous mettre à jour dans votre langue. La révision totale de la loi fédérale et l'accord cantonal sur les marchés publics est un véritablement changement de paradigme. Il y avait plusieurs représentants du Parlement fédéral qui ont exprimé cette notion, parmi lesquels également Hans Wicki, le conseiller aux États, ainsi que président de Construction Suisse, qui a parlé que cette révision va vraiment introduire un véritable changement de paradigme. La question à répondre dans Politar, et ça a été chargé par Construction Suisse, était de trouver des moyens, comment on peut mesurer effectivement ce changement de paradigme au niveau avec des données d'une manière quantitative. Et c'était environ il y a 3 ans, nous avons commencé à lancer ce moniteur d'adjudication avec le but d'observer cette mise en œuvre du changement de paradigme. Et on fait ça par un monitoring quantitatif des données de la plateforme cima.ch où la majorité des adjudications publiques sont publiées, surtout les adjudications ouvertes. On a modélé 10 indicateurs, par exemple la pondération de qualité, la durabilité, plusieurs d'autres. Et on a présenté ces indicateurs parmi 4 fois 26 dimensions, donc 4 secteurs de construction, architecture et ingénierie, et les 28 dimensions politiques, y compris la confédération et les cantons. Et on analyse ça par les tendances trimestrielles et on fait des comparaisons avant-après. En général, on essaie de trouver des réponses à 2 questions principales. Une réponse qui concerne la court terme et une qui concerne un long terme. À court terme, on veut savoir comment les indicateurs s'est évolué dans le temps bref, un trimestre ou un an.
Et à long terme, on veut savoir est-ce qu'il y avait vraiment une différence significative entre la période avant l'entrée en vigueur de la réforme et après entrée en vigueur. J'aimais bien vous présenter les résultats avec l'exemple du indicateur durabilité basé sur les résultats du dernier rapport que vous allez trouver sur le page site de Construction Suisse. On cherche à court terme, on utilise le moyenne mobile annuel pour identifier des développements de manière visuelle, si vous voulez. Voici, vous voyez un exemple. Il y a des couleurs différentes pour toute la Suisse. En rouge, la construction, l'ingénierie et l'architecture. En gris, vous voyez la période d'entrée en vigueur de la LMP ou AIMP. Et puis, vous voyez un tiret vertical qui indique la version 2. Ça signifie une réforme au niveau de la plateforme CIMAP. Ils ont changé leur système pour accéder les données. Donc, il y a quelques changements au niveau pour mettre en accord les données avant cette modification et après. Et vous voyez là cette distinction. Et ici, vous voyez qu'en général, la tendance de la durabilité est en hausse, vers le hausse, et beaucoup plus rapide. Il y a une accélération à partir de la version 2, mais on ne peut pas dire est-ce que cette accélération est à cause du changement de système ou vraiment à cause d'un changement de culture, mais elle s'aligne avec la tendance qu'il est déjà visible pour les périodes antérieures. Pour la longue terme, comment on essaie de savoir s'il y avait un changement significatif depuis l'entrée en vigueur? On utilise une méthode de différence significative, un test T de Welch, et on essaie d'identifier aussi la force directionnelle de ces différences par mesurer les D de Cohen. Voici encore une fois l'exemple de la durabilité. Vous voyez ici plusieurs entités, cantons Argovie, canton Bâle, les cantons Bâle et les cantons Sangal, qui tous ont reçu des résultats significatifs dans le dernier trimestre de l'année 2024. Par exemple, on prend le canton Argovie, ils ont commencé avec 24% de durabilité et ils ont arrivé jusqu'à 79,2%, une différence très remarquable. Et vous voyez dans le tableau à droite, la variation est 66,1% et la qualité du modèle est 12 points sur 12. Le moment où on a une qualité de 1, on a au minimum une différence significative à reporter. De plus, cette qualité augmente, de plus reliable le résultat devient. Dans le rapport, ce que vous trouvez sur le site web, vous pouvez trouver ces résultats entiers dans l'annexe 2, des résultats détaillés. Voici l'exemple. Vous avez deux colonnes avec le moyen mobile annuel à une côté et la signification et la force directionnelle représentées par qualité de modèle à l'autre. Voilà. Il y a quelques limites à reporter. Bien sûr, cette analyse n'est pas idéale, mais au niveau quantitatif, il y a des restrictions. Premièrement, on prend vraiment les appels d'offres uniquement publiés sur CIMAP, ce qui signifie environ une demi de toutes les adjudications publiques. Bien sûr aussi que les appels d'offres ouverts, là où il y a vraiment un appel d'offres publié sans les résultats. La qualité des données, elle varie également entre les informations qui sont uniquement saisies à cima.ch, donc pas les documents. Ça veut dire si quelqu'un il publie une adjudication avec le mention, les critères sont dans les documents, cette adjudication n'est pas prise en compte.
Puis, là, parfois, il y a de nombres réduits d'observations qui ne permettent pas vraiment une comparaison entre les entités différentes, mais on essaie de contre-agir par prendre des pourcentages relatifs qui encore permet une comparaison de sort. Finalement, l'interprétation, on ne peut pas assumer qu'il y a un lien de causalité entre la révision LMP, AIMP et le résultat. Le fait qu'il y a ça veut dire que le fait qu'il y a une différence significative ne veut pas impliquer que c'est vraiment, la révision est vraiment la source, aussi que parce qu'on n'a pas pris en compte des autres facteurs qui pourraient donner des explications à ces résultats. Voilà. Je veux terminer avec quelques chiffres d'actuel à part du moniteur d'adjudication pour vous donner une image un peu entière. Voici une comparaison entre 4 indicateurs séparés par les secteurs différents. Et vous remarquez peut-être déjà, si vous voyez la qualité et la durabilité, il y a un peu un développement à l'envers. Dans la qualité, vous avez surtout le secteur de planification qui est supérieur de la moyenne de la Suisse et le secteur de construction est un peu inférieur par rapport à la durabilité. Vous voyez que tous les secteurs de construction sont un peu inférieurs au-dessous de la moyenne suisse. Dans le dialogue, vous voyez un peu encore l'envers que dans la construction et l'architecture, c'est au-dessous du moyen suisse. Dans les variantes, par contre, les variantes apparemment sont utilisées beaucoup plus souvent dans le secteur de construction. Voilà encore un peu une surveille par rapport les cantons, où est-ce qu'ils se trouvent au niveau de critères de qualité par niveau politique. Le moyen suisse, c'est à 51,9%. La fédération est beaucoup plus haut, à 59,6%. Et c'est ce qui fait plaisir de voir que la majorité des cantons se trouvent à la côté gauche, donc ils sont supérieurs aux moyens suisses. Voilà. C'est ce qui était un peu un surveil des données actuelles. Il y a quelques conclusions à tirer de cela. Il semble que le plus grand mouvement se produise actuellement au niveau cantonal. La Confédération a pris l'avance parce que la révision est également entrée en vigueur au niveau fédéral le plus tôt. Et la Confédération est en avance dans plusieurs domaines, mais comme on a vu, pas dans tous. On vous regarde également depuis quelque temps un effet de rattrapage au niveau surtout dans les cantons qui ont commencé avec des valeurs très faibles, très basses, et ils ont rattrapé rapidement, par exemple, surtout dans la pondération de qualité, c'est ce qui est remarquable. Puis, il y a un peu une interaction entre le prix versus la qualité ou le contenu des critères de qualité. On a un mouvement latéral en général au niveau de qualité. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment une grande augmentation ou baisse par rapport à la pondération de tous les critères qualité. Mais on voit qu'il y a une grande augmentation au niveau de durabilité, ce qui implique qu'il met la priorité beaucoup plus sur le contenu des critères qualité au lieu de la pondération globale des critères qualité. Ce sont des développements intéressants à suivre et seulement les données additionnelles de l'avenir peuvent nous donner des réponses plus concrètes. Voilà, ça c'est ma présentation. Je vous invite de bien vouloir télécharger le dernier moniteur d'adjudication, de le consulter et je vous remercie
de votre attention. Je suis à votre disposition en cas de questions. Merci. Merci beaucoup. Alors, sans autre, je vais passer la parole à notre troisième intervenant, Monsieur Marc Steiner, juge au tribunal administratif fédéral. Messieurs, dames, je suis très heureux. Voilà, on voit les slides, ça va bien? Alors, j'interprète ça comme une réponse positive. Alors, je vous remercie de m'accorder la parole et je vous prie d'excuser mes connaissances lacunaires de la langue française. La dernière fois où j'étais à Lausanne, la représentante de l'Université de Lausanne a dit « L'audience va valoriser votre effort ». Et j'espère bien que la même chose soit vraie ici également. Alors, pour introduction, je veux dire que tout le monde veut l'innovation. Il n'y a personne qui est contre l'innovation. Mais ce qu'on a pu voir dans le passé, que la compétition axée sur le prix ne donnait pas les bons résultats. Et l'un des soumissionnaires s'est plaint dans le cadre des négociations avec le pouvoir adjudicateur à cause de la haute pondération du prix. Nous avons suggéré la solution conventionnelle. Ça veut dire, si vous avez donné un poids moins important au prix, vous auriez eu une prestation bien plus intelligente. Et c'est ça le souci, bien sûr, des marchés publics, de créer le bon système d'incitation par la fixation des spécifications techniques, des critères d'aptitude et bien sûr les critères d'adjudication. Ça, c'est peut-être le premier mot à dire. Et le deuxième, c'est qu'est-ce qu'il faut entendre sous le mot de qualité. Pour moi, c'était le réveil, l'expérience avec le gaz naturel. J'ai été en Lituanie à l'année 2018 pour leur expliquer un peu les directives européennes sur les marchés publics. Et durant la pause, je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous faites comme projet d'infrastructure le plus important en ce moment? Normalement, il y a des chemins de fer, une autoroute ou je ne sais pas quoi, mais ceux-là, ils ont dit, il faut au bord de la mer Baltique un truc énorme pour transporter le gaz liquide de l'Amérique. J'ai dit, mais ça vous coûte une fortune. Et ils ont dit, oui, mais on ne veut pas être dépendant du gaz de Vladimir Poutine. Et quelques années plus tard, nous avons tous compris ce que ça veut dire. Et ça m'a vraiment touché puisque c'était tellement évident. Et ce que nous en avons appris, c'est la qualité n'est plus la question est-ce que j'ai 2 cm d'acier ou 3 cm d'acier, mais la qualité, c'est la somme des conséquences de ma consommation. La somme de tous les effets de ma consommation durant la chaîne de livraison, y inclut toutes les dépendances créées. Ça, c'est la qualité selon le nouveau droit. Et ça, c'est peut-être important de savoir, pour savoir c'est bien plus holistic, as you would say in English. C'est bien plus... c'est pas des petits détails, mais ça la vue d'ensemble de toutes les conséquences de la consommation. Et heureusement, on a vu le changement de paradigme et c'est monsieur le ministre des Finances qui a annoncé, c'est un slide allemand, je demande les excuses, mais ça c'est vraiment, ça a été dit en allemand et il a dit avec l'offre la plus avantageuse comme formule, on veut inciter le changement de paradigme et concrétiser.
Et ça, c'est vraiment le mot le plus important dans l'affaire. Bien sûr, c'est important aussi si Hans Wicki dit la même chose, mais si le ministre compétent dit ça, c'est même encore plus, disons, pertinent. Et le système qui en découle, c'est qu'on veut l'offre la plus avantageuse, on veut poser des questions si des offres anormalement bas sont présentées, on veut la protection des travailleurs et on veut la protection des prescriptions légales relatives à la protection de l'environnement. Et ça, c'est la baignoire anti-dumping, j'appelle ça. Et à l'intérieur de cette baignoire qui doit être tenir l'eau, c'est la culture d'adjudication. Ça veut dire les critères, la pondération et la méthode d'évaluation. Ça, c'est la culture d'adjudication. Et si on a ça, il faut trouver le bon système d'incitation pour changer la donnée. Et l'une de ces possibles voies de changer le système d'incitation, c'est l'aptitude supplémentaire, ce qu'on appelle en allemand Mehreignung. Donc, ça veut dire, si on accepte le fait qu'on peut demander un minimum d'exigence au niveau de l'aptitude et donner des points pour le personnel clé comme critère d'adjudication, on valorise une aptitude plus élevée, pour ainsi dire, une aptitude supplémentaire. Et heureusement, la jurisprudence en Suisse est telle et a toujours, presque toujours été telle que c'est possible de faire ça. Ce n'est pas illégal, ce n'est pas un double examen illicite, mais c'est exactement voulu pour donner la bonne incitation en faveur de la compétition axée sur la qualité. Deuxième chose, la pondération du prix. Bien sûr, ça vaut une thèse en soi, mais on est un peu limité dans le temps. J'essaye de présenter les points les plus importants. Donc, la jurisprudence très claire, c'est même pour les prestations très complexes, 20%, c'est le minimum suivant la jurisprudence du tribunal fédéral. On a posé la question si ça va changer selon le nouveau droit. On n'a pas encore la réponse là-dessus. Mais ce qui est important de savoir, qu'est-ce qu'on peut faire avec les différentes complexités des marchés. Selon moi, d'autant plus que le marché est complexe, d'autant moins on peut pondérer le prix. Ça, c'est une règle générale qui peut toujours aider pour un peu savoir où on en est. Pour en être plus précis, le tribunal administratif du canton de Zurich a dit, même s'il y a des trucs un peu simples qui ne sont pas complexes, c'est admissible d'avoir 50% de pondération du prix, même si une pondération plus élevée aurait été tout à fait défendable. Le tribunal fédéral a dit non, ça, ce n'est pas notre avis. Selon l'ancien droit, ça c'est important de savoir, cette décision a comme objet un marché régi par l'ancien droit en ayant affaire à des prestations peu complexes, voire simples, distributeurs de serviettes de lavage et serviettes en tissu comme service, respectivement des marchés les plus simples, la pondération minimale du prix doit être de 60%. Ça, c'est la jurisprudence du tribunal fédéral. Il y a eu un commentaire très, très intéressant de la part de monsieur le professeur Martin Baylor qui a dit « Il n'est donc pas clair, unbekannt en allemand, donc inconnu, si le TF maintiendra sa jurisprudence vu le fait que le nouveau droit met l'accent sur la qualité. » Donc, c'est un peu ouvert comme ça sera traité dans le futur. Le tribunal administratif du canton d'Argovie a par contre dit, pour moi c'est très clair, cette jurisprudence du TF vaudra également pour le nouveau droit. Selon moi,
c'est pas aussi clair que le tribunal cantonal de l'Argovie le dit, puisque la doctrine et la jurisprudence citée par le TF dans la dite décision ne relèvent concerne que le droit ancien. Donc, ça doit avoir une raison, c'est pas pour rien que ça s'est fait. Et ce qui est même plus important selon moi, il importe de considérer l'objet du marché. Une partie considérable des marchés, bien plus complexe que celui en question. Cette décision n'est donc pas la fin du concept de l'offre la plus avantageuse selon l'article 41 de la LMP. C'est selon moi très important de le dire puisque cette décision est quelquefois utilisée comme telle pour freiner le processus du changement de la culture d'adjudication, mais ça, ce n'est pas l'idée de cette décision. Il faut vraiment le dire 2 ou 3 fois pour que tout le monde comprenne. Et pour voir ce qui est le concept de la nouvelle loi et ce qu'il était selon moi déjà pour l'ancienne, c'était le plus complexe que le marché soit, le plus bas la pondération du prix peut l'être. On a eu un système de lavage pour l'eau du chantier du Monteceneri. Vous pouvez un peu imaginer comment cette eau qui sort de ce chantier du tunnel est sale, voire dégueulasse. Et il s'agissait de faire de cette eau sale, voire dégueulasse, de l'eau pure qui peut être menée dans les fleuves du Tessin. C'est un truc extrêmement complexe. En plus, le système devait être mobile là où était le chantier. Donc, c'est quelque chose de très, très complexe. Et le TAF a dit, bien sûr, il n'en est pas question, bien sûr qu'une pondération du prix de 30% correspond aux exigences légales. Et ça, c'est l'idée à percevoir, puisque le plus complexe le marché, le moins faut-il une pondération élevée du prix. Et ce qui est clair, il n'y a pas que la pondération du prix, mais aussi la méthode d'évaluation du prix qui est relevant pour déterminer si la pondération du prix est légale. Puisque si la courbe ne correspond pas à la pondération, on est dans l'illégalité aussi. Ça, c'est toujours la vue du tribunal fédéral. Et le tribunal administratif fédéral a maintenant dit, écoutez, selon le nouveau droit, mais bien sûr aussi selon moi déjà sous l'ancien droit, il faut aussi discuter la pondération et la méthode d'évaluation pour la qualité. Ça veut dire l'interdiction applicable à la méthode d'évaluation du prix de contredire la pondération communiquée du dit critère vaut, et maintenant c'est le point décisif, également pour la relation entre la pondération d'un critère qualitatif et la méthode à choisir pour l'évaluation des offres pour attribuer des points qualitatifs. Donc, pour la qualité, c'est la même chose que pour le prix. Ce n'est pas que la pondération qui compte, mais aussi la méthode d'évaluation. Et ça, c'est très important puisque jusqu'à présent, le TF ne s'intéresse qu'au prix et le TAF nous dit maintenant qu'il faut s'intéresser aussi à la méthode d'évaluation pour la qualité. Ça veut dire, et ça, on a dit dans une décision plutôt récente, selon le système de la réforme, c'est clair que la courante déplore à juste titre le fait que la méthode choisie pour évaluer les offres au niveau qualitatif, surtout en ce qui concerne le critère d'adjudication 3, analyse du mandat, n'est pas apte à permettre une évaluation différenciée. Donc, on a déclaré une méthode d'évaluation comme illégale parce qu'elle ne correspondait pas à la haute pondération de la qualité. Comment on a pu arriver à cette conclusion? Cette analyse du mandat disait, si vous adressez 4 points relevant pour le mandat, vous aurez des points.
il n'est pas intéressant combien votre réponse est intelligente quant aux 4 sujets abordés. Si vous touchez tous les 4 sujets voulus, vous aurez le maximum de points. Et c'est clair que cette méthode d'évaluation mène au résultat déjà d'emblée que tout le monde aura le maximum de points. Normalement, c'est comme ça que la méthode permet de différencier, mais les acheteurs ne veulent pas courir le risque et ils mettent la note 4 pour tout le monde et ça mène à une adjudication axée seulement sur le prix, mais ce n'est pas la méthode qui est déjà en soi discutable. Et ici, c'est déjà la méthode qui a comme conséquence que tout le monde a le maximum de points. Et donc, cette méthode en soi est déjà illégale. Et ça, c'est nouveau. Et cette décision est malheureusement trop peu connue puisqu'elle a un effet considérable sur la manière de voir les choses quant à la compétition axée sur la qualité. Maintenant, on a tout ce qui était qualité-prix. Je change maintenant de sujet pour y venir au développement durable et tout ce qui est impliqué par le développement durable. Tout d'abord, il faut des critères d'aptitude qui soient permis. Les références, c'est le plus connu, mais il faut aussi les certificats pour le management environnemental. Et il y avait une discussion dans la doctrine si le certificat ISO 14001 est assez concret pour la prestation. Heureusement, le tribunal a clairement dit, sans moi, c'était 3 autres juges, est reconnu à l'échelon international comme système de management environnemental et peut donc servir comme critère environnemental. Ayant un effet direct quant à la prestation à fournir, ce certificat est conforme au droit comme preuve d'aptitude. Ce n'est pas la position de M. Baylor, mais la jurisprudence est très claire là-dessus. Deuxième point qu'il faut vraiment saisir pour pouvoir changer le système dans une direction positive. Ça, c'est une autre décision de notre tribunal qui discute la combinaison d'une spécification technique et d'un critère d'adjudication écologique. Donc, c'est un peu comme l'aptitude supplémentaire du fournisseur. On discute maintenant une performance meilleure du produit et comment on peut intégrer cette performance meilleure dans l'évaluation. Et le tribunal a dit ceci quant à ce sujet. Dans le cadre de l'achat d'un système de chauffage, il est par exemple possible de ne pas seulement imposer un minimum quant à la protection de l'air, mais de valoriser dans le cadre d'un critère d'adjudication le système qui garantit des valeurs nettement inférieures au standard minimum. Et la combinaison de ces spécifications techniques écologiques et le critère d'adjudication irrelatif, ça donne le bon système d'incitation. Il faut encourager les pouvoirs adjudicateurs à utiliser des tels systèmes s'ils ont le savoir pour vraiment évaluer les offres. Ça c'est important. Donc, si le pouvoir adjudicateur ne dispose pas du know-how, il ne peut pas se servir de telles possibilités. C'est clair, c'est pourquoi le savoir, la demande intelligente, le design de la demande intelligente est primordial pour tout le changement de la culture d'adjudication voulue. Ces spécifications techniques sont d'aussi plus important qu'au niveau fédéral, on est allé un pas en avant. Depuis le 1er janvier de cette année, il y a une nouvelle formule pour les spécifications techniques imposées par la loi sur les marchés publics. Lorsque cela se révèle approprié, l'adjudicateur prévoit des spécifications techniques
permettant de préserver les ressources naturelles ou de protéger l'environnement. Donc, jusqu'à présent, le pouvoir adjudicateur pouvait s'il voulait, mais maintenant, il faut donner une raison pourquoi on ne veut pas. Ça, c'est autre chose. Hein? Ça, c'est le prochain niveau plus ambitieux, disons. Ce n'est pas encore forcé, mais il faut déjà donner un argument pourquoi le marché en cause ne soit pas approprié. C'est déjà ça. Et maintenant, il faut quelques conditions pour le critère d'adjudication du développement durable. Monsieur Ruffner a déjà bien dit, il faut une relation, un rapport suffisamment étroit à l'objet du mandat. C'est absolument crucial. Ça veut dire, le tribunal administratif du canton d'Argovie a clairement dit, et à juste titre, hein, je suis du même avis, hein, comme tous les critères d'adjudication, le critère développement durable doit également avoir un rapport suffisamment étroit à l'objet du mandat. Cette exigence veut empêcher que des buts protectionnistes soient poursuivis ou des soumissionnaires spécifiques soient privilégiés d'une manière inadmissible. C'est très clair et très vrai. Prochain slide. La même décision du tribunal administratif du canton d'Argovie traite le sujet de la transparence, également très important, puisque surtout le développement durable, ça peut être tout et rien. Donc, il faut nécessairement dire ce qu'on entend par développement durable dans le contexte en question. Ça veut dire, selon le tribunal administratif du canton d'Argovie, vu que les dimensions écologiques et aspects sociaux sont très larges, très vastes, il incombe au pouvoir adjudicateur qui jouit dans ce cadre d'une marge d'appréciation considérable de rendre transparent dans le cadre de l'appel d'offres et les documents relatifs quels aspects environnementaux ou sociaux sont dans le contexte concret d'une certaine importance. On ne peut pas dire je veux le développement durable, il faut l'expliquer ce que ça va dire dans le cas concret. Prenons l'exemple de ce système de lavage des eaux du chantier du tunnel de Monteceneri. Le pouvoir adjudicateur a dit à juste titre que la chose la plus importante, c'est la pureté de l'eau, puisque celui qui n'a pas eu l'eau aussi pure a dit oui, mais moi j'ai besoin de moins d'énergie, mais l'eau reste plus sale. Et parce que le pouvoir adjudicateur a bien précisé que c'est la pureté de l'eau qui l'emporte et pas la consommation de l'énergie, c'était très clair ce qu'il entendait par développement durable dans son contexte. Et ça, il faut expliquer dans l'appel d'offres. On ne peut pas tout simplement écrire « je veux le développement durable ». Ça mène qu'à des problèmes. Ça, c'est très certain. Alors, ce qui est un peu sous-estimé, c'est qu'il y a aussi des problèmes sociaux. Et ce n'est pas que les conditions de travail en Suisse, mais c'est tout au long de la chaîne de livraison qu'on a des risques de réputation que les pouvoirs adjudicateurs du domaine public doivent prendre en considération, puisque le pouvoir adjudicateur, le secteur public, doit être un modèle. En allemand, Vorbildfunktion. Il doit exercer le rôle de modèle dans le contexte de la durabilité, soit écologique, soit sociale. Donc, il est clair que le plus élevé le risque aussi des problèmes sociaux dans la chaîne de livraison, de plus le pouvoir adjudicateur doit être attentif et de plus il doit sensibiliser les soumissionnaires à quoi il est intéressé dans ce contexte. Par exemple, il peut dire « je veux valoriser des produits dans le critère d'adjudication qui sont issus du commerce équitable ». Ça, c'est le message de la loi nouvelle qui
qui est très officiel et très clair. Mais ce qui nous intéresse, c'est aussi les moyens de preuve pour, par exemple, les conditions soient remplies de participation. Ce qui est intéressant, selon l'ancien droit, c'était presque toujours les fournisseurs qui devaient livrer des certificats ou quelque chose. Et maintenant, les pouvoirs adjudicateurs vont dans la chaîne de livraison. Je ne veux pas voir le certificat du soumissionnaire, mais de ce sous-traitant qui est le fabricant. Et ça change la donnée d'une manière très, très considérable. Là, on a une adjudication des CFF où le système est très bien expliqué. On s'en fout. Si seulement le soumissionnaire a le certificat voulu, il faut nous présenter le certificat de celui qui fait un truc. C'est le fameux cas Arma Suisse Transportwagen. Ça c'est le petit coulis que les recrues, on voit ça à la gare, ont avec eux s'ils vont en week-end. Ça, c'est le Transportwagen, hein, pour ne pas avoir des confusions, ce que ça pourrait dire. Alors, le contrôle ne doit en aucun cas se limiter à la consultation des autodéclarations. Plus une prestation partielle est pertinente pour l'ensemble du marché et plus une prestation partielle présente un risque pour la chaîne de livraison, voire un risque de réputation pour l'autorité publique, plus il peut être indiqué d'aller au-delà de la consultation d'une autodéclaration. Et ça, c'est exactement la vision du nouveau droit, ce qui est aussi bien sûr la vue de l'article 12 de la LMP ou de la fameuse AIMP dans ce contexte. Pour assurer ça, il faut avoir une clause dans le contrat. Le soumissionnaire prestataire confirme qu'il est prêt à se faire contrôler ainsi que ses entreprises partenaires conformément à la chaîne de production déclarée dans l'autodéclaration du fournisseur par l'autorité adjudicatrice ou par une entreprise d'audit indépendante après avoir été mandatée par l'autorité adjudicatrice. Au tout moment et sans préavis pendant la procédure d'appel. Et ça, c'est déjà dans l'appel d'offres. Et aussi dans le contrat avec le soumissionnaire, c'est déjà inclus. Et comme ça, le soumissionnaire sait ici, c'est sérieux. Ceux-là, ils veulent vraiment le savoir. Par exemple, l'Arma suisse au niveau fédéral, s'ils achètent des textiles d'uniforme, ils sont extrêmement progressistes et clairs de dire chez nous, ce n'est pas une autodéclaration, ça va bien au-delà de la philosophie de l'ancien droit. Alors, résumé, messieurs, dames, le nouveau droit met en rapidité. Ce changement de paradigme est visible aussi dans le cadre de la jurisprudence relative au nouveau droit. Il n'y a pas eu une avalanche de recours à cause des nouvelles possibilités. L'aversion au risque de certains pouvoirs adjudicateurs n'est pas en premier lieu un problème juridique, mais relève, et là je reprends les paroles de M. Rufener tout au début de cette présentation, n'est pas en premier lieu un problème juridique, mais relève de la culture d'adjudication qui doit être changée selon la stratégie de l'administration fédérale en matière d'acquisition. Merci, messieurs, dames, de votre attention. Je suis évidemment à disposition pour toute question possible. Donc, nous allons conclure ce webinaire en remerciant à toutes et à tous d'avoir participé. Avant de passer la parole à M. Rufener pour un ou deux mots de conclusion, je me permets de mentionner que l'ensemble des présentations seront à disposition sur le site internet de Construction Suisse sous peu et seront par ailleurs envoyées à l'ensemble des participants de ce jour. Merci beaucoup à toutes et à tous et je passe la parole à M. Rufener pour la conclusion. Voilà, merci beaucoup toutes et tous pour votre participation
pas forcément très active, mais je suis bien conscient de la difficulté de l'exercice dans un webinaire avec autant de monde et avec des présentations aussi denses que celle de M. Aboutalib ou celle de M. Steiner. Je profite de l'occasion pour les remercier très chaleureusement pour leur participation active, pour ce qu'ils nous ont apporté, ce qu'ils nous ont dit et expliqué, en rappelant peut-être que le droit des marchés publics, vous l'aurez compris, est une matière extrêmement dynamique et une matière qui a tendance à beaucoup évoluer. Donc il faut demeurer très attentif. La vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. On a vu des modifications normatives très importantes. On voit une jurisprudence qui évolue, qui s'affine et des acquisitions de prestations qui sont de plus en plus complexes et de plus en plus difficiles à attribuer avec une pression politique forte pour qu'on introduise d'autres critères que le seul prix et on participe à cette pression politique. Donc évidemment que ça n'est qu'un jalon, le webinaire d'aujourd'hui, et qu'on aura l'occasion d'en reparler, de se re-rencontrer et d'évoquer de nouveau tous ces sujets. Je remercie aussi très chaleureusement Construction Suisse pour l'organisation de ce webinaire et puis pour avoir accepté le défi d'organiser ceci en français avec un défi relevé non seulement avec brio, mais la participation de toutes et tous démontre la pertinence de ceci. Donc merci à Christina Schaffner et à toute son équipe. Et puis à notre modérateur du jour, Marc Redler, qui était un peu la cheville ouvrière, qui est un peu le pont entre Suisse romande et Suisse alémanique, pont qui évidemment est construit sans passer par les marchés publics, parce que parfois c'est plus simple de passer par des marchés privés. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, bonne soirée. On est à disposition si ces présentations suscitent encore des commentaires, des remarques, des questions. N'hésitez pas et continuez à participer à ces marchés publics. Je crois que le message le plus important pour les entreprises, c'est que ces marchés ont besoin d'entreprises de qualité et vous êtes ces entreprises de qualité. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.